Moi, pour l'instant, je ne l'entends pas. J'espère que tout le monde m'entend par ailleurs. Ah, ça y Ah, est. super. Voilà, Ah, voilà. ça y est, on entend François. Voilà. Est-ce Voilà. que... Oui, voilà, ça y est. Ok, c'est bon. Super. Vous m'entendez? C'est bon? Oui, là maintenant, c'est bon. Super. C'est bon. Super. Bon, bah, c'est bien. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que... Alors, on est 20 présents. Je vais juste vérifier. Je crois qu'il n'y a plus de personnes en salle d'attente. Mhm, Donc, bah, je pense on va pouvoir commencer. mhm. Donc, ce que je propose à chacun d'entre nous, c'est de couper nos micros. Parce que vous savez, les micros sont sensibles et on entend tous les petits bruits parasites. Donc, peut-être que chacun peut couper son micro, sauf François. Et puis, bah, François, je vous donne la parole. Si vous voulez bien vous présenter, puis nous dire de quoi vous allez. Oui, oui, ça marche, bien sûr. Oui, Donc, bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est François Germain. Alors, au niveau de mon parcours, en fait, moi, j'ai un parcours assez atypique parce que je viens à la base de l'ingénierie en mécanique. J'ai commencé par faire des études d'ingénieur en mécanique et je me suis intéressé au champ par la suite, à titre personnel, essentiellement. Et ça, c'était longtemps avant de reprendre une activité d'enseignement de formation de l'anatomie et qui a été initiée par ma mère. Donc, je pense qu'ici, vous connaissez sûrement beaucoup mieux Blandine Calais-Germain, qui a donné d'ailleurs une conférence sur la voie périnéale il y a 2 semaines à peu près. Voilà. Et donc l'objectif de cet atelier de 2 heures, c'est de vous donner une idée des phénomènes physiques engagés dans la voie. Donc ça, c'était le thème de l'atelier. Donc l'objectif, en fait, c'est d'essayer de démystifier un petit peu des notions qu'on entend souvent quand on s'intéresse à la voie, que ce soit à titre de... Ah, vous m'entendez? Ah, super. Voilà, c'est-à-dire que souvent, quand on s'intéresse à la voix, via le chant, via le théâtre, enfin, quel que soit l'embranchement, il y a des notions qui reviennent, qui interviennent, comme les notions, par exemple, de pression, les notions de vibration, d'onde, les notions d'harmonique, par exemple, qui sont souvent évoquées sans qu'on sache précisément en fait à quoi ça fait référence de façon concrète. Par exemple, souvent on sait quand on dit qu'on chante plus ou moins haut, plus ou moins grave, on sait que ça fait référence en fait à à la fréquence. Alors on dit ok c'est la fréquence, mais la fréquence c'est quoi? Concrètement, physiquement, ça représente quoi? Ça fait référence à quoi? Et ce petit atelier, mon objectif c'est d'essayer de vous, vous donner une idée en partant de la matière, parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse à la base, c'est des choses qu'on peut toucher, qu'on peut palper. Donc, vraiment, en partant de la matière, des choses concrètes, de comment est-ce que, depuis la matière, on peut aller vers une première notion qui s'appelle la pression. Et donc, la première partie de cet atelier, ça va être l'objectif, c'est de comprendre ce que c'est que la pression de façon physique, parce qu'entre le langage courant et le langage de la physique, la notion de pression n'est pas forcément la même. On va voir ce que c'est qu'un flux, quelle est la différence entre le flux et la pression, quelle est la relation que le flux et la pression entretiennent. Ça va être la première moitié. Je laisserai un temps de questions suite à ça. Et la deuxième moitié de l'atelier, on va s'intéresser à la notion d'onde. On va voir comment l'appareil vocal transforme la pression sous-glottique, ce qu'on appelle la pression sous-glottique, la pression de l'air qui se trouve à l'intérieur des poumons, comment l'appareil vocal transforme ça en un son qui en réalité est une onde acoustique. Donc je devrais expliciter ce que c'est qu'une onde acoustique.
Et du coup, qu'est-ce que c'est qu'un son? Voilà, donc c'est un peu l'objectif de cet atelier. Alors je sais qu'en fait, j'ai revu en fait hier le programme. Isabelle avait parlé de formant, d'harmonique. Je pense qu'on va laisser ça pour une autre fois parce que c'est un niveau 2. Je pense qu'il vaut mieux avoir des bases qui soient, enfin, essayer d'avoir des bases qui soient bien claires. Et ensuite, éventuellement, on fera une autre conférence pour ceux que ça intéresse, pour aller plus loin sur les notions de formant ou d'harmonique. Voilà pour le programme. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Elisabeth. Non, moi je trouve que c'est c'est tout à fait alléchant comme programme et je pense comme toi que il faut peut-être réserver dans une deuxième partie tout ce qui est harmonique et formant puisque ça nécessite vraiment des bases bien comprises et je suis d'accord avec toi que c'est quand même des notions assez difficiles pour des gens qui n'ont pas de sensibilisation à la physique vraie. Donc moi je suis Oui. assez d'accord hein, de le faire en 2 fois. Voilà, donc on va faire comme ça. Du coup. Donc je vais commencer par donc le premier chapitre, ça va être la pression. Alors quand on parle de pression dans le langage courant, ça peut désigner plusieurs choses, parfois très différentes. On peut parler de pression pour parler de ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est-à-dire par exemple la pression d'un gaz. Alors typiquement quand on parle de pression atmosphérique, ou de pression, la pression d'un pneu, par exemple, quand on dit est-ce que les pneus ont la bonne pression ou pas. Dans le langage courant, la pression, ça peut faire référence au fait de presser, de pousser quelque chose. Et parfois aussi, on peut utiliser dans le langage courant la pression. Il y a un micro qui est pas coupé. On peut parler de pression pour parler de pression psychologique, par exemple. Donc le langage courant est beaucoup plus large que le langage de la physique. Et dans ce cours, on va s'intéresser à un sens bien précis de la pression, qui est la pression d'un gaz. Ce qui nous intéresse quand on étudie un gaz, hein, une des propriétés des gaz, c'est ce qu'on appelle la pression. Donc la définition qu'on va donner au mot pression là, ce sera une définition qui sera bien spécifique et bien circonscrite. Alors, en physique, donc déjà, pour parler de pression, il faut que je vous explique ce que c'est qu'un gaz. Alors pour ça, je vais revenir à des notions qui vont peut-être vous paraître un peu élémentaires. On va revenir vraiment à des notions très très basiques. C'est qu'un gaz, c'est quoi? Un gaz, c'est un état que peut prendre la matière. La matière, c'est quoi? Ben, c'est tout ce qu'on peut toucher, tout ce qu'on peut palper, hein, tout ce qu'on peut directement contacter, tout ce qui nous offre une résistance quand on appuie dessus. Donc, par exemple, le tableau ici, c'est de la matière. Le corps est constitué de matière. L'eau, c'est de la matière, par exemple. Donc, tout ça, c'est de la matière. Et quand on étudie la matière, en physique, on distingue 3 états de la matière. Qui correspondent à 3 façons dont les atomes et les molécules peuvent être organisés, peuvent s'arranger. On va trouver un premier état de la matière qui s'appelle l'état solide. Donc l'état solide, c'est tout ce qui ne change pas de forme. Donc par exemple, le tableau qui est ici, c'est en matière solide. Le chevalet aussi. Hein, tout ce qui garde une consistance de forme, on range ça dans la catégorie de la matière solide. Ensuite, on va trouver la matière liquide. Alors, la particularité de la matière liquide, c'est que dans la matière liquide, les atomes, les molécules, elles peuvent changer de forme, donc elles peuvent se déplacer, glisser les unes par rapport aux autres, mais elles conservent le même volume. Donc, si vous prenez par exemple 1 litre d'eau, quel que soit le récipient dans lequel vous mettez 1 litre d'eau, vous pouvez mettre ça dans un récipient qui est cylindrique, dans un récipient qui est évasé, vous pouvez mettre ça dans une brique de lait, par exemple. Donc, ça va changer de forme, ça peut prendre la forme d'un cylindre, d'un cube, d'un parallépipède, mais à chaque fois, vous allez avoir le même volume. L'eau va toujours prendre la même place
la même taille dans l'espace. Dans un liquide, on peut changer de forme, mais par contre, on ne peut pas changer de volume. Un liquide va toujours occuper une certaine portion bien définie de l'espace. Et c'est ça qui définit l'état liquide. C'est que ça peut changer de forme, par contre, ça peut changer de forme, mais par contre, ça ne peut pas changer de volume. Et enfin, on arrive au troisième état de la matière, c'est l'état qui va nous intéresser ici, c'est le gaz. Et le gaz, dans un matériau qui est sous forme de gaz, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les atomes et les molécules ne sont pas du tout liées entre elles. Ils n'avaient aucune connexion des molécules entre elles, ce qui fait que les molécules vont se déplacer dans toutes les directions. Il n'y a rien qui les attache. Dans un gaz, les molécules sont totalement libres de se déplacer vers le haut, vers le bas, vers l'avant. Elles peuvent se déplacer dans toutes les directions. Et du coup, un gaz, en fait, ne va avoir ni forme propre, ni volume propre. Un gaz va avoir tendance à occuper tout l'espace dans lequel il est contenu. Alors, pourquoi je parle de gaz? En fait, quel type de gaz va nous intéresser quand on s'intéresse à la voix et à la respiration? Parce qu'on va voir que tout ce qui touche à la pression, ça touche à ces deux aspects-là en fait, de la vie de tous les jours, c'est-à-dire la respiration et la voix. Donc, le gaz qui va nous intéresser pour la voix et pour la respiration, c'est l'air. Donc l'air qu'on respire, eh bien, c'est un gaz. Et souvent, on n'a pas forcément cette idée-là, c'est-à-dire on ne se représente pas toujours l'air comme une matière, c'est-à-dire que l'air qui nous entoure, on s'imagine que c'est quelque chose qu'on traverse assez facilement. On peut avoir l'impression qu'en fait, c'est rien, qu'il y a du vide, mais en réalité, c'est une matière. Il faut comprendre, et ce qu'il faut comprendre par là, c'est qu'en fait, dans l'air qui nous entoure, si je prends, par exemple, si je découpais, bon, on ne peut pas le faire dans les faits, hein, mais imaginez que, par exemple, je découpe un petit cube d'air de 1 cm par 1 cm par 1 cm, eh bien, dans ce petit cube d'air, si j'arrivais à l'isoler, j'observerai qu'à l'intérieur de ce centimètre cube d'air, je vais trouver des molécules. Je vais trouver de très nombreuses molécules qui sont du même ordre que les molécules qui pourraient composer ce tableau ou ce chevalet. Hein, alors, ce n'est pas le même type de molécules, mais ce sont des molécules dans le sens où c'est de la matière qui se comporte un peu comme de la matière à notre échelle. C'est-à-dire que, par exemple, une propriété de la matière, c'est que si vous avez de la matière et de la matière et que vous avez deux éléments qui rentrent en contact l'un contre l'autre, les éléments de matière vont se choquer et se repousser. Et dans un gaz, on va retrouver le même phénomène. Alors, c'est ce que je vais vous montrer ici. Hop. Je l'amène là. Hop. Dans un gaz, on va retrouver le même phénomène, c'est qu'on trouve tout un tas de molécules qu'on peut, pour simplifier, assimiler à des petites billes. Vous pouvez imaginer que c'est des petites billes qui ont un peu les mêmes propriétés que des boules de billard, c'est-à-dire que quand elles rentrent en contact l'une contre l'autre, elles vont se repousser, se dévier et changer de direction. Et donc, dans l'air qui nous entoure, on a tout un tas de molécules d'air, comme ça. Alors, quand je dis de molécules d'air, c'est un gaz mixte, donc il y a plusieurs types de molécules. Et vous avez des molécules qui se déplacent dans cette direction, dans cette direction, dans cette direction. Donc, ça va un peu dans tous les sens. Et vous imaginez que dès que vous avez deux molécules qui se rencontrent, elles se percutent et elles se repoussent. Et on a une agitation perpétuelle des molécules qui résulte de cette trajectoire des molécules. C'est-à-dire qu'en fait, les molécules, elles ne cherchent pas spécialement à aller par là ou par là, mais en fait, leur trajectoire est le fruit du hasard, des percussions
de ces molécules-là avec d'autres molécules. Et on a une agitation permanente dans un gaz qui provient du fait que la seule chose qui gère en fait l'état de la matière, c'est le fait que les molécules se déplacent, se percutent, se repoussent. Et dans 1 cm3 d'air, on va trouver beaucoup de molécules. Pour vous donner une idée, dans un cube qui fait 1 cm par 1 cm par 1 cm, on va trouver 10 milliards de molécules d'air. C'est vraiment beaucoup, on va avoir beaucoup de molécules d'air qui se percutent, se repoussent en permanence. Et il faut imaginer, c'est vraiment important de comprendre ça, c'est que il faut imaginer que en permanence, dans l'environnement qui est le nôtre, sur Terre, on vit dans un environnement dans lequel on a tout un tas de molécules qui vont dans tous les sens, qui se percutent, qui nous percutent des fois. Et c'est un état d'agitation qui est permanent. Voilà. Et la pression, ce qu'on appelle en fait en physique la pression, c'est une grandeur qui nous permet de quantifier physiquement le fait qu'on ait des molécules qui se déplacent et qui se percutent. Autrement dit, on pourrait expliquer les choses comme ça, c'est que plus on va avoir de chocs, de percussions entre molécules, et plus la pression du gaz va être importante. Et inversement, moins il y a de chocs, de percussions entre molécules, et plus la pression d'un gaz va être faible. Donc, quand on parle de pression dans un sens physique et quand on parle de pression pour les gaz, par exemple, quand on vous parle de la pression des pneus ou quand on vous parle de la pression atmosphérique, quand on vous dit à la météo, on vous parle d'une dépression atmosphérique ou au contraire d'un anticyclone, ce qui est le contraire d'une dépression. À quoi ça fait référence concrètement ? Ça fait référence au fait que les molécules, elles sont plus ou moins nombreuses à se percuter, ou alors elles sont très nombreuses à se percuter, dans ce cas-là, il y a beaucoup de pression, ou au contraire, elles vont être peu nombreuses à se percuter. Dans ce cas-là, il y a peu de pression. Voilà. Bon, ça, c'est une notion qui est vraiment très importante en physique. Je vais vous donner un exemple. Ici, si j'affiche sur ces deux dessins, on a représenté, donc on imagine, c'est très schématique, on imagine qu'on a une enceinte dans laquelle on a un gaz ici et là. Et dans ce gaz, vous voyez qu'en fait, on a beaucoup plus de molécules qui se percutent. Donc, du coup, on va avoir plus de pression. Et dans ce gaz, on va avoir moins de molécules. Donc, on va avoir moins de pression. Donc, la pression, c'est une notion qui nous dit est-ce qu'on a beaucoup de molécules qui se percutent ou peu de molécules qui se percutent. Alors, qu'est-ce qui peut jouer sur la pression ? Dans un volume donné, ce qui va jouer sur la pression, déjà, c'est le fait qu'on ait beaucoup de molécules ou au contraire qu'on en ait peu. Vous imaginez que, par exemple, dans ce volume, si je retire petit à petit le nombre de molécules qui se trouvent à l'intérieur de l'enceinte, je vais avoir de moins en moins de chocs et du coup, je vais avoir de moins en moins de pression. Donc, plus j'ai de molécules, plus j'ai de pression. Et moins j'ai de molécules, moins j'ai de pression. Et il y a une autre notion qui est importante par rapport à la pression, c'est pour un nombre de molécules donné, si mon enceinte elle est totalement fermée, le fait de faire varier le volume de mon enceinte, ça va jouer sur la pression. Parce qu'imaginez par exemple, ici vous avez un gaz qui est dans une enceinte, dans laquelle les molécules se déplacent dans toutes les directions. Si j'agrandis ce volume, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, les molécules elles vont avoir plus de place
pour se déplacer dans tous les sens. Mais si elles ont plus de place pour se déplacer dans tous les sens, ben elles vont moins s'entrechoquer, elles vont moins se cogner les unes contre les autres. Et du coup, je vais avoir la pression à l'intérieur de mon enceinte qui va diminuer. Et inversement, si je diminue le volume de mon enceinte, alors la pression va augmenter. Et alors du coup, je vais avoir plus de choc et la pression va augmenter. Donc la pression, c'est cette grandeur qui me quantifie le fait que les molécules se percutent ou non. Et on voit que ça dépend du coup du nombre de molécules qui se trouvent à l'intérieur de l'enceinte. Et ça dépend aussi de la taille du volume. C'est-à-dire que si à nombre de molécules égales, j'agrandis le volume, je laisse plus de place et du coup la pression diminue. Voilà. Est-ce que ça va jusque-là pour l'instant, sur cette notion de pression? Alors la pression, c'est, vous voyez que quand on met un gaz à l'intérieur d'une enceinte, les molécules, elles se percutent, elles se repoussent les unes les autres, mais vous voyez ici qu'elles vont aussi percuter les parois de l'enceinte dans laquelle elles se trouvent. C'est ce qu'on voit ici, vous avez une flèche rouge, par exemple ici, là, là, là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez les petites billes de molécules d'air qui de temps en temps vont percuter les parois de l'enceinte et du coup vont exercer une force de poussée sur les parois de l'enceinte. Donc il faut vous imaginer qu'en fait la pression de l'air, le fait que vous avez un air qui soit sous pression, ça veut dire que les molécules d'air, elles se repoussent en permanence, mais elles poussent aussi sur tout ce qui est autour d'elles. Elles exercent une force sur l'enceinte à l'intérieur de laquelle elles se trouvent. Donc cette force, elle va dépendre de la pression, c'est-à-dire que plus ici vous avez moins de pression, donc du coup vous allez avoir moins de force, et ici vous allez avoir plus de pression, donc vous allez avoir plus de force. Alors, excuse-moi François, je peux t'interrompre juste une seconde? Oui. Bonsoir tout le monde. Isabelle, bonjour. Bonjour, vous ne m'avez pas encore vu, j'étais cachée derrière ma caméra. Juste pour vous dire que si vous avez des questions à poser à François et que vous n'avez pas envie d'attendre, il y a le chat, c'est-à-dire en bas de votre Zoom, il y a marqué converser. Moi, je surveille les questions qui arrivent et donc dès que François nous en laisse la possibilité, eh bien, je lui pose les questions. Voilà, c'est juste une petite précision parce qu'il s'est arrêté tout à l'heure pour vous demander s'il y avait des questions. Donc, n'hésitez pas à les écrire dans le chat, je les surveille. Merci François. Okay. Merci. Merci beaucoup Isabelle. Avec donc, vous voyez, voilà, donc c'est important de bien comprendre ce schéma-là et de comprendre que les molécules dans un gaz qui est sous pression, du coup, elles appuient sur toutes les parois de l'enceinte dans laquelle elles se trouvent. Alors, on peut faire un lien entre la notion de flux et la notion de pression. Donc là, du coup, je vais amener une deuxième notion en physique qui est très importante, c'est la notion de flux. C'est que, imaginez que là, vous avez deux enceintes. Vous avez une enceinte avec une pression qui est plutôt faible, et là, une enceinte avec une pression qui est plutôt élevée. Comprendre, là, vous avez beaucoup de chocs entre molécules, et là, vous avez, là, vous avez beaucoup de chocs, et là, vous en avez peu. Il faut que j'apprenne à travailler en miroir. Imaginons que je connecte les deux compartiments, c'est-à-dire je permette aux molécules de passer soit depuis ce compartiment-là vers celui-là, ou soit depuis ce compartiment-là vers celui-là. Je crée un canal entre les deux qui permet aux deux compartiments de communiquer l'un avec l'autre. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, ce qui va se passer, c'est que comme ici, j'ai plus de chocs entre molécules, je vais avoir des molécules qui vont être éjectées depuis ce compartiment-là vers celui-là. Je vais en avoir aussi qui vont aller depuis celui-là vers celui-là, mais comme j'ai plus de chocs et j'ai plus de molécules ici, eh bien, je vais avoir davantage de molécules
qui vont aller depuis ce compartiment vers celui-là. Et ce phénomène, quand on a une grande quantité de molécules d'air qui va d'une partie de l'espace vers une autre partie de l'espace, par exemple d'un compartiment vers un autre compartiment, ce phénomène-là, c'est ça qu'on appelle en physique un flux. Un flux, c'est un transfert massif de molécules depuis un compartiment vers un autre compartiment. Alors, on pourrait donner un exemple de flux d'air qui nous concerne tous, c'est quand je fais une expiration, quand j'expire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai une grande quantité d'air qui va passer de l'intérieur de mes poumons vers l'extérieur de mes poumons. Et inversement, quand j'inspire, j'ai une grande quantité d'air qui va passer de l'extérieur de mes poumons vers l'intérieur. Eh bien, ce flux d'air, que ce soit un flux d'air entrant ou sortant, que ce soit une inspiration ou une expiration, ça correspond à quoi? En fait, ça correspond à un déséquilibre de pression. C'est-à-dire que, par exemple, si je fais une expiration, si j'expire, comment est-ce que je fais pour expirer? Comment je fais pour avoir de l'air qui va depuis l'intérieur de mes poumons vers l'extérieur de mes poumons? Par quel mécanisme, en fait, je suis capable de faire ce mouvement expiratoire? Je suis capable de le faire parce qu'à l'intérieur de mes poumons, j'ai augmenté la pression pulmonaire. Si j'augmente la pression pulmonaire, par exemple en rétrécissant la taille de la cage ou en rentrant les abdominaux, si je compresse davantage le volume pulmonaire, la pression augmente à l'intérieur de mes poumons, donc les molécules sont plus serrées, se repoussent davantage, et du coup, si les voies aériennes sont ouvertes, eh bien, les molécules qui sont à l'intérieur de mes poumons vont être chassées depuis l'intérieur de mes poumons vers l'extérieur, et du coup, je vais me retrouver avec un flux expiratoire. Une expiration, quand on expire, ça provient toujours du fait qu'au niveau des poumons, on a augmenté la pression pulmonaire, on a augmenté la pression de l'air qui est dans les poumons, on a resserré davantage les molécules, et du coup, les molécules, elles vont être éjectées vers l'extérieur. Alors, elles vont être éjectées vers l'extérieur jusqu'à quand? Jusqu'à ce que j'ai la même pression à l'intérieur de mes poumons qu'à l'extérieur. Autrement dit, en fait, le flux expiratoire s'arrête quand la pression de mes poumons redevient au même niveau que la pression atmosphérique. Et quand je fais une inspiration, c'est la même chose. C'est que je vais augmenter, et quand je fais une inspiration, c'est la même chose, c'est que je vais diminuer la pression à l'intérieur de mes poumons, par exemple en ouvrant la cage, donc en laissant plus de place pour les molécules à l'intérieur de la cage. Donc, je vais commencer par diminuer la pression à l'intérieur de mes poumons, et le fait que la pression diminue à l'intérieur de mes poumons, ça fait que les molécules d'air qui se trouvent tout autour de moi et qui poussent pour rentrer, elles vont être plus fortes que la pression intrapulmonaire, et ça va pousser les molécules à rentrer à l'intérieur de mes poumons, et ça va créer un flux inspiratoire. Autrement dit, et ça c'est quelque chose de très important à comprendre par rapport à la respiration, c'est que souvent on s'imagine que le fait d'inspirer augmente ou fait varier la pression pulmonaire, ou le fait d'expirer diminue ou fait varier la pression pulmonaire. Mais il faut bien comprendre que c'est dans l'autre sens que ça se passe. C'est-à-dire que les mouvements inspiratoires ou expiratoires sont toujours dus à des variations qui précèdent, en fait, à des variations de pression qui précèdent le flux d'air. Parce que c'est toujours la variation de pression qui engendre le flux et pas le flux qui crée de la variation de pression. Voilà. Donc si je pourrais résumer ça en une phrase, pour une inspire par exemple, quand je veux inspirer, je vais prendre
Je vais reculer un petit peu pour montrer sur moi. Quand je vais inspirer, par exemple, donc l'objectif c'est de diminuer la pression pulmonaire, donc je vais ouvrir les poumons, par exemple par la cage, et du coup je laisse plus d'espace pour les molécules qui se trouvent à l'intérieur des poumons, la pression diminue, et comme la pression est plus faible que la pression atmosphérique, eh bien, les molécules qui se trouvent à l'extérieur vont pousser et vont rentrer à l'intérieur de mes poumons. C'est le fait d'avoir ouvert la cage qui induit l'inspiration. Ce n'est pas le fait d'inspirer qui fait que la cage se bombe ou s'agrandit. Vous voyez, c'est dans l'autre sens qu'il faut le penser. Et ça, je sais que, enfin pour moi, quand j'ai pris conscience de ça, à titre personnel, dans ma pratique respiratoire et vocale, ça a été une révélation parce que pendant longtemps, j'imaginais que ça fonctionnait dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en gros, il fallait que je fasse rentrer de l'air par un autre mécanisme, on ne sait pas lequel, et que le fait que la cage s'agrandisse, hein, que le ventre se bombe en bas, que ça, c'était une sorte de conséquence de l'inspiration. Alors que c'est le contraire. C'est le fait d'ouvrir la cage ou de baisser le diaphragme qui engendre l'inspiration parce qu'on a ouvert la cage et du coup la pression a baissé à l'intérieur des poumons. Et c'est la même chose pour l'expiration, c'est le fait de réduire le volume pulmonaire, hein, de fermer par exemple la cage, et par conséquent de comprimer davantage les molécules à l'intérieur des poumons, qui engendre le flux expiratoire et pas le contraire. C'est toujours la pression qui engendre le flux et pas le flux qui engendre la pression. Voilà. Alors François, il y a une question. Oui. S'il y a plus de molécules dans le gaz, est-ce que leur vitesse change? S'il y a plus de molécules dans le gaz, est-ce que leur vitesse change? Alors, en principe, on dit que ce qui fait varier la vitesse des molécules, c'est plutôt la taille des molécules. Vous avez des molécules qui sont lourdes, et vous avez des molécules qui sont très légères. Par exemple, l'hélium, c'est des molécules qui sont très légères. Et du coup, la vitesse des molécules est plus rapide que les molécules d'oxygène, par exemple, ou les molécules d'azote, parce que l'air, c'est essentiellement de l'oxygène et de l'azote. Ok, merci. Je vous en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à la respiration? C'est peut-être le moment d'ouvrir... Alors, je rappelle, parce qu'il y a des personnes qui sont arrivées entre-temps, que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Et donc, moi, ça me permet de les retransmettre à François. Voilà, donc comme il y a quelques personnes qui sont arrivées depuis, voilà. Donc, bienvenue déjà tout le monde. Et, voilà. Donc, pour le moment, pas de questions dans le chat, en tous les cas. D'accord. Bon, c'est bien. Du coup, je vais profiter, parce que j'avais prévu un quart d'heure pour les questions. Je vais profiter pour expliquer quelque chose, toujours en restant sur la notion de pression. Donc, par exemple, vous voyez, si je vous montre un ballon ici qui serait un ballon de baudruche qui serait qu'on gonfle par exemple, dans un ballon de baudruche, qu'est-ce qui fait que le ballon conserve une forme importante, a une forme importante? Qu'est-ce qui fait que le ballon quelque part ne se réduit pas complètement et à sa forme la plus simple? Parce que, en fait, un ballon de baudruche, c'est fait dans une matière élastique qui ne demande qu'à se rétrécir. C'est-à-dire que si, par exemple, vous gonflez un ballon que vous relâchez, qu'est-ce qui va se passer? En fait, le ballon va se rétrécir complètement. Pourtant, si vous faites un nœud, eh bien, vous allez avoir le ballon qui va conserver une certaine intégrité de forme. Alors, pour comprendre ça, il faut comprendre que quand vous soufflez dans un ballon, qu'est-ce qui se passe? Vous injectez des molécules d'air dans le ballon
Et plus vous soufflez, plus vous augmentez le nombre de molécules à l'intérieur du ballon. Et si vous fermez le ballon à la fin, donc le fait de mettre beaucoup de molécules à l'intérieur du ballon, ça va faire que la pression à l'intérieur du ballon va augmenter. Donc la pression à l'intérieur du ballon augmente. Et comme le fait d'avoir de la pression, ça engendre une force sur les parois du ballon, eh bien, l'air qui se trouve à l'intérieur du ballon va pousser sur les parois. Si la pression est très importante, eh bien, vous allez avoir une force de poussée sur les parois du ballon qui est très importante. Et si cette force de poussée elle est importante, ben, qu'est-ce qui va se passer si le ballon il est dans une matière qui est un peu souple et élastique? Eh bien, le ballon va s'agrandir. Donc, le fait de mettre de l'air dans un ballon va créer une force de pression à l'intérieur du ballon qui va causer le fait que le ballon va s'agrandir. Plus vous mettez de molécules d'air, plus dans un volume fermé de ballon, plus le ballon va s'agrandir. Et donc, le fait que la taille finale du ballon dépend finalement de la pression atmosphérique. Donc, le ballon va s'agrandir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le ballon s'agrandit, mais en s'agrandissant, eh bien, la pression diminue jusqu'à ce que la force de pression à l'intérieur du ballon soit la même que la force de retour élastique du ballon. Donc, que ce soit par exemple dans un pneu ou dans un ballon, le fait qu'en fait on ait une forme, une certaine forme, c'est le résultat d'un équilibre de force entre la pression atmosphérique et l'élasticité du ballon. On va retrouver un phénomène similaire à l'intérieur de nos poumons, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de nos poumons sont faits dans une matière qui est élastique, en fait, qui ne demande qu'à se rétracter, à revenir à un volume qui est extrêmement réduit. Et pourtant, ce n'est pas ce qui se passe. Et pourtant, en fait, nos poumons gardent toujours une certaine consistance de forme. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de nos poumons, on va avoir de l'air qui pousse et qui lutte contre l'élasticité pulmonaire et qui va venir du coup plaquer nos poumons contre la cage thoracique. Donc, autrement dit, le fait que les poumons occupent tout le volume qui se trouve à l'intérieur de notre cage thoracique, c'est le résultat de la pression de l'air qui se trouve à l'intérieur de nos poumons. Si on vidait complètement l'air qui se trouvait à l'intérieur de nos poumons, eh bien, en fait, on aurait des poumons qui seraient complètement ratatinés, réduits sur eux-mêmes. Donc ça veut dire qu'en fait, quel que soit le mouvement respiratoire que l'on fait, quelle que soit l'amplitude respiratoire dans laquelle on se trouve, on va toujours avoir de l'air qui se trouve à l'intérieur de nos poumons. Quand on fait une expire, on réduit très fortement le volume pulmonaire, donc on éjecte une grande partie d'air à l'intérieur de nos poumons, mais au final, même quand on est en toute fin d'expire, on a une pression intrapulmonaire qui est égale à la pression atmosphérique. Et même quand on inspire, quand on ouvre très grand les poumons, en toute fin d'inspiration, quel que soit le type d'inspiration, on a donc des poumons qui sont très grands, on a beaucoup d'air à l'intérieur de nos poumons, mais par contre la pression à l'intérieur de nos poumons va être la même. On va se retrouver dans la situation, on va se retrouver à pression atmosphérique. La pression à l'intérieur de nos poumons et la pression à l'extérieur, elle finit toujours par s'équilibrer, on finit toujours par avoir la même quantité d'air, on finit toujours par avoir la même densité d'air à l'intérieur de nos poumons et à l'extérieur, à compter bien sûr que
les voies aériennes soient ouvertes. Il faut pour ça que les voies aériennes soient ouvertes et que l'air puisse passer soit de l'extérieur vers l'intérieur, soit de l'intérieur vers l'extérieur. François, j'ai une question. Oui. Quand on finit, on inspire et on expire, on est au repos. Voilà, je suis en train de t'écouter. Voilà, donc j'inspire et j'expire. Et mon expiration s'arrête à un endroit. D'accord? Pourtant, je peux encore, si je voulais, je pourrais descendre encore plus bas. C'est-à-dire que je pourrais, à ce moment-là, engager les muscles, par exemple les abdominaux, et fermer encore plus la cage thoracique. Donc, ce niveau-là où on s'arrête, la première fois, le premier niveau, ça correspond à quoi? Est-ce que c'est ce niveau-là qui correspond, enfin, qui est en fait l'endroit où la pression à l'intérieur de mes poumons est la même qu'à l'extérieur de mes poumons? Alors, c'est une bonne question. En fait, donc effectivement, si je regarde le niveau, enfin le volume des poumons, on va dire le niveau de base, ce que moi j'appelle le volume de repos, on peut aller en dessous, on peut aller au-dessus. Depuis ce niveau-là, on peut inspirer de l'air et on peut expirer de l'air. Quand on est au niveau de base, si la glotte est ouverte, si les voies aériennes sont ouvertes, et si on est dans une phase stabilisée, c'est-à-dire il y a ni flux inspiratoire ni flux expiratoire, alors la pression intrapulmonaire est égale à la pression extrapulmonaire. Il y a la même pression dans mes poumons qu'à l'extérieur de mes poumons. Mais si, par exemple, à partir de ce niveau-là, je descends tout en bas de ce qu'on appelle le volume de réserve expiratoire. Si j'expire en rétrécissant au maximum la taille de mes poumons, donc je vais avoir un flux expiratoire parce que temporairement, j'ai diminué la pression à l'intérieur de mes poumons. Mais quand si je reste bloqué dans cette position-là, une fois que le flux est arrêté, même si je reste dans cette position-là, une fois que le flux est arrêté, j'ai la même pression dans mes poumons qu'à l'extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que le flux est passé, la pression intrapulmonaire, c'est la pression atmosphérique. Et peu importe qu'on soit au volume de repos, ou au volume de très grande inspire, ou au volume de très grande expire. Par exemple, si je fais bon, c'est difficile de le faire et de parler en même temps, bien sûr, mais par exemple, si je fais, donc là, j'ouvre à grand, et le fait d'ouvrir grand, pendant que j'ouvre, l'air va rentrer, je crée un flux inspiratoire, mais si là, je maintiens ouvert, eh bien, le flux inspiratoire finit par s'arrêter parce que j'ai un équilibre d'air entre l'extérieur et l'intérieur de mes poumons. Et une fois que le flux d'air s'est arrêté, ça veut dire que la pression intrapulmonaire et l'extérieur sont les mêmes. Donc en fait, je suis à la même pression atmosphérique que si j'étais au volume de repos. Est-ce que ça va? Je ne sais pas si c'est clair. Ça va. Alors, qu'est-ce qui fait que, donc on va, par exemple, si on expire, j'expire complètement, donc là je suis au même pression atmosphérique, donc au repos, puis je vais aller plus loin, je vais diminuer complètement, je me retrouve de nouveau à la même pression atmosphérique, simplement j'ai réduit le volume, voilà, et donc ça va s'adapter, mais par contre, à un moment donné, je vais avoir vraiment besoin de repartir, de respirer. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, qu'est-ce qui fait? D'ailleurs, le retour est automatique. Quand on va dans le volume de réserve expiratoire, le retour, ce qui est le contraire, en général, on inspire activement, on expire passivement. Et quand on va dans le VRE, c'est le contraire. Oui, ça marche. Le retour est automatique. Alors ça, c'est lié au fait que dans le jeu des forces respiratoires, on va trouver des forces actives, donc par exemple les muscles inspirateurs et les muscles expirateurs. Donc typiquement, quand on va dans le VRE, le volume de réserve expiratoire, ça c'est fait activement par l'action des muscles expirateurs. Mais on va trouver aussi des forces qui sont passives. On peut citer par exemple
l'élasticité pulmonaire, hein, le fait que les poumons cherchent à expirer tout l'air qui se trouve à l'intérieur des poumons. On va trouver par exemple le poids des viscères. Hein, le fait par exemple de relâcher les abdos, ben, ça fait que le poids des viscères abdominales a tendance à tomber vers le bas. On peut trouver par exemple, si on va tout au bout du VRE, l'élasticité de la cage par exemple. Donc en fait, on a des forces qui sont, on a des forces expiratoires actives et passives, et on a des forces expiratoires, inspiratoires qui sont actives et passives. Et si on met de côté les forces actives, c'est-à-dire que si on ne fait aucun effort, ni dans un sens ni dans l'autre, alors notre poumon va retrouver naturellement une place qui correspond au volume de repos. Et ce volume de repos, il correspond à un équilibre de force entre les forces inspiratoires passives et les forces expiratoires passives. Donc dans les forces, je vais en citer quelques-unes, hein, les forces inspiratoires passives, c'est le poids des viscères notamment, c'est l'élasticité de la cage, hein, si jamais la cage est comprimée. Et dans les forces expiratoires passives, on va trouver l'élasticité pulmonaire et on va trouver le poids de la cage ayant tendance à se rétrécir naturellement. Et donc, au volume de repos, quand on est dans la situation de repos, eh ben, on est en équilibre entre ces deux forces passives. Et si on cherche à s'éloigner de ce volume de repos, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, eh bien, le retour au volume de repos provient du fait que, par exemple, si je fais une inspiration, je vais augmenter les forces expiratoires qui vont me ramener au volume de repos. Et si je fais une expiration, je vais augmenter les forces inspiratoires passives qui vont me ramener au volume de repos. Ça va? C'est bon? Merci. Merci. Mais effectivement, l'histoire des flux, c'est vrai que, bon, alors j'aurais pu faire un cours là-dessus parce que c'est vrai que c'est encore une autre question. Mais l'histoire de la pression et des flux, il faut comprendre que c'est quelque chose qui va s'établir uniquement seulement de façon temporaire. C'est-à-dire, par exemple, j'agrandis la cage thoracique, la pression chute, mais en fait, dès que la pression chute, l'air commence à rentrer, et quand j'ai la même pression dans mes poumons qu'à l'extérieur, alors je me retrouve dans un équilibre de pression entre l'intérieur et l'extérieur. Donc les déséquilibres de pression sont toujours temporaires. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Pour le moment, je n'ai pas d'autres questions. Je surveille, hein, je surveille. Oui. Donc, ça a l'air clair pour tout le monde, sauf peut-être. Ouais. Bon, bah, c'est super. Attends, juste. Blandine, oui. Est-ce que tu pourrais me ramener ma batterie, mon chargeur? Parce qu'en fait, il est dans ma chambre. C'est le carré blanc, là, tu sais. Parce que je vois que je suis à 24%. Je vais chercher. Voilà. C'est vraiment pas évident, je trouve, ces notions de pression, et je pense que c'est vraiment, vraiment important de le comprendre justement pour le fonctionnement de la voix. Oui, en fait, déjà, ce qu'il est important de bien comprendre, c'est qu'on vit dans un environnement sous pression. C'est-à-dire que l'air dans lequel on se trouve en permanence, c'est un gaz sous pression qui ne demande qu'à rentrer à l'intérieur de nos poumons. Et pour l'empêcher d'entrer, il faut qu'on ait à l'intérieur de nos poumons, autant de gaz, hein, avec autant de force. Et il y a une chose aussi que je voudrais amener par rapport à cette notion de pression, c'est que la pression qui est engendrée par un gaz, on pourrait s'imaginer qu'en fait, elle n'est pas très forte.
on pourrait se dire, bon, la pression à l'intérieur de mes poumons ou la pression de l'air ambiant, finalement, c'est pas grand-chose parce que je la sens pas. Parce qu'en fait, toute notre vie, on a grandi en fait avec de la pression qui s'exerce sur nous. Mais vous voyez qu'en fait la pression, donc la pression, c'est le fait que dans un gaz, les molécules se percutent et se repoussent. Et dans un gaz sous pression, les molécules vont repousser, on l'a vu, les parois les parois de l'enceinte dans laquelle elles se trouvent. Donc l'air qui nous entoure, par exemple, pousse sur nous. Vous avez des molécules d'air qui poussent sur ce tableau, par exemple. En permanence, vous avez des petites billes d'air qui poussent sur ce tableau. Alors on pourrait se dire, bon, oui, mais c'est des petites billes d'air, ça pousse pas très fort. Alors, en fait, on peut le quantifier, ça. Il y a des lois physiques qui permettent de calculer la force exercée par la pression de l'air sur, par exemple, sur un tableau de cette taille qui fait à peu près 1 mètre carré de surface. Et bien, sur un tableau qui fait 1 mètre carré de surface, alors ça, c'est quelque chose que vous trouverez notamment dans le livre Anatomie pour la voix, parce que j'ai fait un petit focus en fait sur ces notions-là. C'est qu'en fait, sur 1 mètre carré de surface, donc vous avez des billes d'air qui percutent le tableau, et on peut quantifier la force engendrée par ces billes d'air. Ah oui, voilà le livre Anatomie pour la voix, effectivement, que j'ai coécrit avec Blandine. Magnifique livre. Je vous le recommande vivement. Ah, merci. Et en fait, la force engendrée par la pression de l'air sur un tableau comme ça, c'est équivalent à une force de 10 tonnes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement? Ça veut dire que, par exemple, si je mettais ce tableau à l'horizontale et que je retirais tout l'air qui se trouve en dessous, tout l'air qui se trouve au-dessus, pardon, et bien, pour résister à la pression de l'air atmosphérique qui appuie là-dessus, il me faudrait l'équivalent du poids de 2 éléphants d'Afrique. Vous avez l'équivalent du poids de 2 éléphants d'Afrique qui poussent en permanence sur un tableau comme ça. Vous voyez ? Alors c'est énorme. Hein. Je me rappelle quand j'avais fait les calculs, au début, je me disais il fallait que je trouve un animal. Alors je me dis, oh, ça doit être le poids d'un hippopotame. Non, c'est 2 éléphants d'Afrique. Hein. Vous imaginez, un éléphant d'Afrique, c'est déjà lourd, mais là, c'est 2 éléphants, et c'est 2 éléphants en pleine forme. Hein. Donc en fait, la pression atmosphérique, c'est vraiment absolument colossal. Pourquoi est-ce que, par exemple, si je regarde l'air qui appuie là-dessus, pourquoi est-ce que le tableau ne vole pas en éclats? Parce qu'en fait, j'ai autant de pression de l'autre côté qui appuie dans les mêmes proportions. Et du coup, j'ai un équilibre, j'ai en permanence un équilibre de pression entre l'extérieur et l'intérieur. Mais si vous faisiez le vide à l'intérieur, par exemple, d'une enceinte, vous avez intérêt à ce qu'en fait, l'enceinte elle soit très résistante, parce que la pression qui se trouve, qui appuie dessus, peut faire voler en éclats l'enceinte en question. Donc en fait, on vit en permanence dans un environnement sous pression, il y a toujours de l'air à l'intérieur de nos poumons. Cet air, il exerce en permanence une pression sur l'enceinte pulmonaire, et il y a toujours de l'air à l'extérieur de nos poumons. Et cet air, il exerce en permanence une pression sur nous, et il essaye de rentrer. Et inversement, l'air qui est à l'intérieur de nos poumons, il essaye en permanence de pousser pour sortir. Et le fait que, par exemple, si j'arrête de parler, je sois en apnée et que je n'ai pas de flux ni rentrant ni sortant, c'est lié uniquement au fait que j'ai la même pression dans mes poumons qu'à l'extérieur. Et si j'avais le moindre déséquilibre de pression, j'aurais automatiquement un flux qui se ferait dans un sens ou dans l'autre. Ouais. Alors j'ai une question.
Oui. Si ça ne tombe pas, c'est parce que le poids pousse de tous les côtés, point d'interrogation. Si Elle ça... réfléchit et elle dit non, rien. Donc Bah oui, parce que ça vient d'être répandu. D'accord. Ah. Je suis allée trop vite, pardon. Virginie. Je vous montre là, il y a un extrait par rapport à cette notion de pression, puis après on pourra passer à la notion de... Vous voyez ici, c'est un extrait du livre Voix où j'avais pour représenter ça. Vous imaginez que si vous aviez une vitre, par exemple, hein, vous n'avez pas d'air au-dessus, mais en dessous, vous avez l'air qui pousse à pression atmosphérique. Eh bien, pour résister contre la pression atmosphérique et éviter que la vitre ne vole en éclats, eh bien, de l'autre côté, il vous faudrait le poids de 2 éléphants d'Afrique, 10 tonnes. Donc la pression va chercher systématiquement à s'équilibrer, et c'est pour ça que dans l'environnement dans lequel on est, on a toujours à peu près la même pression partout. C'est-à-dire que par exemple, si je regarde ici la pression de l'air, si je comptais le nombre de molécules au centimètre carré, ou si je regardais le nombre de molécules ici, je compterais la même pression. Pourquoi? Parce que si à un endroit j'ai plus de pression, si à un endroit les molécules elles sont plus resserrées, ben, elles vont tout de suite pousser pour trouver de la place ailleurs, jusqu'à ce qu'en fait on ait en fait un équilibre de pression. Les déséquilibres de pression sont toujours transitoires dans un volume ouvert. Sur le long terme, quand on arrive, quand les choses se sont stabilisées, eh bien, on a toujours la même pression partout dans la même enceinte. La seule façon que l'on peut, enfin, la seule façon qui nous permettrait en fait de garder de façon bon, j'ai plus beaucoup de batterie, j'espère qu'elle va arriver à temps. Non, je suis désolé, j'espère que ça ne va pas poser de problème. Donc la seule façon la seule façon qui nous permettrait en fait de garder pendant un temps suffisamment long une portion de l'espace avec un gaz avec une pression plus importante, par exemple, ce serait que ce gaz il soit contenu à l'intérieur d'une enceinte qui ne permette pas les échanges avec l'extérieur. Par exemple, la pression de vos pneus, elle est 2 fois plus élevée que la pression atmosphérique. Pourquoi? Parce que vos pneus ils sont isolés de l'extérieur. Mais à partir du moment où vous ouvrez la valve de vos pneus, bah, tout de suite, vous allez avoir vos pneus qui vont se dégonfler et vous allez avoir un flux jusqu'à ce que vous ayez la même pression à l'intérieur de vos pneus et à l'extérieur. Et c'est pareil pour les poumons, parce que là, du coup, je vais faire la transition vers la deuxième partie de l'atelier. C'est pareil pour les poumons. Ah, attendez, je vais... Charge le... Alors, dans les poumons, c'est-à-dire que si je veux construire à l'intérieur de mes poumons, si je veux avoir une pression qui soit plus élevée que la pression atmosphérique de façon non transitoire, si je veux créer une pression pulmonaire importante à l'intérieur de mes poumons, je ne peux pas le faire en gardant la glotte ouverte, parce qu'à partir du moment où je rétrécis le volume pulmonaire, eh bien, je vais avoir un flux, et quand ce flux va s'arrêter, j'aurai la même pression à l'extérieur et à l'intérieur. Donc, si je veux créer une pression pulmonaire plus importante dans mes poumons que la pression atmosphérique, ce que je vais devoir faire, c'est fermer la glotte dans un premier temps. Donc, le fait de fermer la glotte en soi, ça ne fait pas varier la pression. Par contre, une fois que la glotte est fermée, à ce moment-là, les échanges entre l'intérieur des poumons et l'extérieur ne sont plus possibles parce que la glotte est fermée. Et si je rétrécis le volume pulmonaire, eh bien, la pression intrapulmonaire va augmenter. Donc ça, c'est ce qui se passe en fait dans l'acte vocal. Et c'est ce qui fait la différence fondamentale entre la respiration et la voix. C'est qu'en fait, dans la respiration,
fondamentalement, on n'a pas besoin de la glotte. On pourrait tout à fait respirer sans... Oui, c'est bon. On pourrait tout à fait respirer sans avoir recours du tout à la glotte. Pour ça, il suffirait qu'on fasse varier le volume pulmonaire. On inspire, on agrandit le volume, ça crée un flux d'air entrant. On expire, on rétrécit le volume, ça crée un flux d'air sortant. Ça, c'est le geste respiratoire. Mais dans le geste vocal, ce qui est fondamentalement différent, c'est qu'on va commencer par inspirer en agrandissant le volume pulmonaire. Et là, on ferme la glotte, on rétrécit le volume pulmonaire, et du coup, là, on est dans une phase où la pression à l'intérieur de nos poumons, parce qu'on a fermé la glotte, parce qu'on a empêché les échanges entre l'intérieur des poumons et l'extérieur, on est dans une phase où la pression est plus importante à l'intérieur de nos poumons qu'à l'extérieur. Alors François, il y a 2 questions. Oui. Du coup, est-ce que l'inspiration, c'est un petit peu avant que tu parles des cordes vocales, mais du coup, est-ce que l'inspiration est nécessaire non seulement pour vivre, mais comme réflexe mécanique juste pour équilibrer les pressions après expiration? Première question. Deuxième question. Du coup, Oui. Lorsqu'un ballon éclate, c'est parce que trop d'air égale trop de pression par rapport à la pression atmosphérique égale éclatement. Point d'interrogation. Je vais commencer peut-être par répondre par la deuxième, parce que ce sera la plus rapide. Donc oui, quand un ballon éclate, c'est qu'en fait, il y a trop de pression, et la pression est plus forte que la capacité élastique du ballon à maintenir sa forme. Et du coup, la pression de l'air du coup, fait que le ballon va se fissurer et que l'air va s'échapper. Concernant la deuxième, est-ce qu'on respire pour équilibrer les pressions? Je dirais que, en général, c'est plutôt le contraire qui se passe, c'est-à-dire que c'est le fait de respirer va induire des déséquilibres de pression temporaires qui vont se rééquilibrer par des flux entrants et sortants. Et c'est ces flux-là qui nous intéressent dans la respiration, parce que dans la respiration, ce qu'on veut, c'est éjecter l'air qui est chargé en dioxyde de carbone et faire rentrer de l'air chargé en oxygène. C'était les deux. Bien. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une petite pause ou on peut continuer sur la... Andine, elle me dit on peut faire une petite pause. Peut-être on peut faire 2 minutes de pause. Oui, avec plaisir. On reprend dans 2 minutes. Ça, je vais le préparer. Alors, je vais déplacer ça. Voilà. Donc là, je vois que oui, il y a des gens qui aimeraient bien qu'on la fasse en ligne. Je crois que on va la programmer. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de demandes. Alors ça aussi, c'est une réponse. Hein, on essaye d'être réactives toutes les deux. Mais c'est clair que, moi j'ai pu l'expérimenter, Elisabeth aussi, parler avec un masque, c'est pas simple. Voilà. Et puis ça dépend des masques. Il y a des masques qui nous rentrent dans la bouche à chaque fois qu'on inspire. Alors ça, François pourra nous confirmer que par rapport au flux d'air, c'est pas simple. Voilà. Donc il y a des masques qui sont aussi plus ou moins adaptés. Donc ça aussi, Elisabeth pourra nous en parler. Donc voilà, le choix du masque n'est pas négligeable. Et puis après, il y a des petits exercices justement qu'on peut faire qui vont nous permettre de mieux nous faire comprendre, parce que l'idée c'est quand même de se faire comprendre, donc il ne suffit pas d'entendre, mais il faut comprendre. Et le fait qu'on ne puisse pas lire sur les lèvres, parce qu'on ne se rend pas compte, mais on lit beaucoup sur les lèvres finalement quand quelqu'un parle, et bien là tout le visage est caché et il faut faire un effort pour deviner ce que dit la personne, d'où vraiment l'importance de faire un travail d'articulation pour qu'on ait vraiment une compréhension de ce que l'interlocuteur va dire. Voilà, je ferme la parenthèse parce que je vois que François est de nouveau prêt. Oui, merci. Oui, merci Blandine. Alors, donc on en était, du coup,
on avait défini cette notion de pression. Hein, donc, rappelez-vous, moi j'aime bien m'imaginer la pression, enfin, une bonne façon de s'imaginer la pression, c'est que c'est un peu la densité du gaz, en fait. C'est-à-dire que si le gaz il est dense, si vous avez beaucoup de molécules qui se percutent, alors vous allez avoir beaucoup de pression. Et si le gaz il est peu dense, eh bien, vous allez avoir peu de choc et du coup, vous aurez une pression qui sera moins importante. Alors, on a dit tout à l'heure la différence fondamentale entre la respiration et la voix, entre le geste vocal et le geste respiratoire, c'est que dans le geste respiratoire, on n'a pas besoin de la glotte. On pourrait tout à fait avoir des voies respiratoires qui soient ouvertes. Bon, après, il faudrait faire attention à tout ce qui est fausse route et à ce que ça ne rentre pas dans l'autre sens. Mais pour la respiration proprement dite, ce dont on a besoin surtout, c'est que les voies aériennes soient ouvertes. Alors qu'au niveau de la voix, on a besoin de pouvoir fermer, à un moment donné de l'acte vocal, on a besoin de pouvoir fermer les voies aériennes. Pour quelle raison? Pour pouvoir isoler le caisson pulmonaire de l'extérieur et du coup faire varier son volume et sa pression et maintenir du coup une pression plus élevée à l'intérieur des poumons. Alors comment ça se passe en général? C'est qu'on commence par faire une inspire à glotte ouverte, donc les voies aériennes sont ouvertes, donc l'inspiration fait qu'on a un flux d'air entrant jusqu'à ce qu'on ait un équilibre de pression avec l'extérieur, hein, toujours le même principe. Et à partir de là, on ferme la glotte et on rétrécit le volume pulmonaire. Et le fait de rétrécir le volume pulmonaire, ça fait que les molécules, on l'a vu, elles étaient plus resserrées et elles vont du coup se percuter davantage. On va avoir beaucoup de pression. Alors ça, forcément, ça demande un effort musculaire parce que la pression pulmonaire, elle pousse pour sortir, quoi. On a davantage de pression à l'intérieur des poumons pour davantage de molécules du coup qui cherchent à pousser pour sortir. Si on ouvre la glotte à partir de là, qu'est-ce qui se passe? On retrouve le schéma expiratoire classique et on a un flux jusqu'à ce qu'on ait un équilibre. Mais dans le geste vocal, ce qui va se passer va être un petit peu différent. Alors pour ça, je vais vous montrer le schéma qui est là. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien. Hein, je ne sais pas si vous voyez un peu la forme. En fait, ce que vous voyez là, ça correspond à... Non, parce que tout à l'heure j'ai éclairé, c'était... On voit bien là, François. Oui, vous voyez bien. Donc, ce que vous voyez là, ça correspond en fait à la trachée, hein, donc les voies aériennes, on va dire moyennes, jusqu'au rétrécissement. Vous voyez ici, vous avez une sorte de sphincter, un rétrécissement ici, qui correspond en fait à la région de la glotte. Alors, on peut la nommer de plein de façons différentes, hein, les cordes vocales, la glotte. Donc, ce qu'il faut retenir surtout là pour la démonstration, c'est que la glotte, c'est un espace ainsi, donc là, qui serait comme ça. Donc, si je le montre horizontalement, ce serait comme ça. C'est un espace où on peut fermer ou ouvrir le passage de l'air. Donc, par exemple, ici, le passage est ouvert et ici, le passage est fermé. Et donc, il faut imaginer ça comme le fait que vous avez le tuyau et à un moment donné, ce tuyau, il se rétrécit. Et ensuite, il s'ouvre à nouveau. Et on peut choisir de le laisser grand ouvert. Ou alors on peut le fermer complètement. Donc au début, on va se trouver dans la situation suivante. C'est qu'en fait, je vais prendre le crayon, ce sera mieux. C'est qu'en fait, la glotte est fermée. Donc le passage ici, là, est fermé. Au-dessus, on est à la pression atmosphérique. La pression ici, c'est la pression atmosphérique. Et en dessous, c'est la pression des poumons, c'est la pression de l'air des poumons. Or, comme on l'a dit, comme on a rétréci le volume pulmonaire, la pression à l'intérieur des poumons, elle est très forte, elle est plus forte que la pression atmosphérique. Donc, on a une surpression, enfin la pression ici est plus forte que la pression atmosphérique. Et cette pression ici, la pression intrapulmonaire, on l'appelle aussi parfois la pression sous-glottique, la pression
de l'air qui se trouve sous la glotte, elle pousse sur les parois. Elle pousse sur les parois ici et ici. Et du coup, elle va chercher à écarter les cordes vocales. Donc en fait, vous avez un équilibre entre deux forces. D'un côté, vous avez les muscles qui ferment la glotte et qui serrent la glotte et qui empêchent l'air de sortir. Mais de l'autre côté, vous avez la pression pulmonaire qui pousse pour ouvrir les cordes vocales. Et au début de l'acte vocal, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un temps où la pression sous-glottique va être plus forte que la force de fermeture de la glotte. C'est-à-dire que dans un premier temps, si on rétrécit suffisamment le volume pulmonaire, il y a un moment donné où le volume pulmonaire la pression pulmonaire est plus forte que la force de fermeture de la glotte, et du coup, l'air va forcer son passage entre les cordes vocales. Les cordes vocales, elles cherchent à s'accoler, mais elles ne sont pas assez fortes pour s'accoler, parce que la pression intrapulmonaire va être plus forte. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? L'air qui est sous la glotte va écarter les cordes, et du coup, vous allez avoir un peu d'air qui va passer ici. Donc, on a un début de flux, on a un peu comme une sorte de début d'expire depuis la région sous-glottique vers la région au-dessus de la glotte, la région sus-glottique. Donc, on a un peu d'air qui passe depuis cette région-là jusqu'à cette région-là. Seulement, à partir du moment où vous avez de l'air qui passe de cette région-là vers cette région-là, eh bien, du coup, vous allez avoir moins d'air ici. Oui, moins d'air et moins de pression, du coup. Donc, vous avez moins d'air, donc moins de pression. Et donc, du coup, la pression sous-glottique va diminuer. Et il va y avoir un moment où la force de fermeture... c'est tout inversé. Il va y avoir un moment où la force de fermeture de la glotte, là, des muscles vocaux, va reprendre le dessus et la glotte va se refermer. Donc ça, c'est un cycle. Donc au début, on a une pression sous-glottique qui est plus forte que la force de fermeture des glottes. Cette pression sous-glottique, elle force l'écartement des cordes vocales. Donc du coup, vous avez un peu d'air qui passe entre les deux cordes vocales, donc qui passe par la glotte, qui arrive au niveau de l'étage susglottique. Mais en même temps que cet air passe, la pression ici diminue et la force de fermeture des cordes vocales reprend le dessus et referme la glotte. Et donc ce cycle-là, en fait, ça se produit pendant un temps extrêmement court. C'est un temps qui est de l'ordre de la microseconde. Ce n'est pas du tout la même vitesse que ce qui se passerait, par exemple, si on avait un flux expiratoire, où le flux expiratoire prend quelques secondes. Là, ça se passe pendant un temps très très court. Et la particularité de ce cycle, c'est que vous voyez qu'une fois que le cycle est terminé, on ne se retrouve pas exactement dans la configuration de départ. On se retrouve dans la configuration de départ dans le sens où la glotte est fermée, mais par contre, la différence, c'est qu'à la fin du cycle, eh bien, on a un peu d'air qui est passé de l'étage sous-glottique à l'étage sus-glottique, et cet air, il est en surpression. Cet air, les molécules sont beaucoup plus resserrées ici qu'au-dessus que sur les étages au-dessus. Donc on a temporairement, je ne sais pas si ça va, vous me voyez? Est-ce que ça s'est figé? Ouais. Donc temporairement, en fait, on a créé dans l'espace une région de l'espace où on a de l'air qui est en surpression. Et ça, je vous ai dit, en fait, normalement, ça n'existe pas. C'est-à-dire, en général, la pression elle a tendance à s'homogénéiser tout de suite. Mais là, ça se passe tellement vite qu'en fait, l'air n'a pas le temps de s'homogénéiser, de se mélanger en quelque sorte avec l'air qui se trouve au-dessus. Et on se retrouve du coup avec une portion de l'espace où on a de l'air en surpression. Alors, qu'est-ce que ça va impliquer, ça?
ça va impliquer la chose suivante. C'est que voilà. Ça va impliquer la chose suivante, c'est que vous voyez, donc à la fin du cycle, on se retrouve dans cette situation-là. Hein, c'est que vous avez l'air qui est juste au-dessus de la glotte ici, qui a la même pression que la pression sous-glottique, et que cette pression-là, elle est plus élevée que l'air qui se trouve là, à cet endroit-là. Or, si cette pression-là, elle est plus forte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les molécules à cet endroit-là, elles sont très resserrées, elles se poussent beaucoup. Vous avez les molécules vont se percuter énormément. Donc, ça ne peut pas être c'est une situation qui ne peut pas rester comme ça éternellement. Hein, très vite, ce qui va se passer, c'est que les molécules qui sont ici vont se pousser et du coup vont pousser les molécules qui sont au bord d'un cran. Donc, en fait, vous allez avoir des molécules qui étaient là et qui vont passer juste au-dessus. Mais en passant juste au-dessus, on va créer une nouvelle région de l'espace ici où l'air va être en surpression. Donc en gros, la région de l'espace où l'air était, où les molécules se percutaient beaucoup, au début on était là, et en fait à l'instant d'après, ben, ça devient ça. Hein, c'est-à-dire que la zone de surpression s'est déplacée d'un cran. Et là encore, cette situation où les molécules sont très resserrées, donc ici il faut imaginer qu'à cet endroit-là, les molécules se percutent, sont très resserrées, hein, se rencontrent. Cet état-là, lui aussi est transitoire, hein, parce qu'en fait, vous avez davantage de percussions. Donc les molécules vont à leur tour pousser les molécules qui sont devant d'un cran pour avoir de la place ici. Mais en poussant les molécules qui sont devant, ben, ça va créer une zone de surpression qui va être un peu en avant. Vous comprenez? Donc en fait, je vais vous montrer ça avec des... je ne sais pas si on a les... Ah, je ne sais plus. Non. Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas... Donc en fait, c'est un peu comme si vous aviez... Ah, oui. Ah, super. Alors, juste une petite réflexion de Oui. Elisabeth qui dit « Mais de l'air est passé du dessous au dessus de la glotte ». De l'air est passé... Non, c'est encore de ma faute. Elisabeth me répondait. Oui, je répondais à une question de quelqu'un qui n'avait pas eu la deuxième partie de la phrase. Donc, je vais juste répéter ce que François avait dit pour que la personne comprenne bien. D'accord. J'espère que j'ai répondu à Virginie. Bien. Voilà. Mais oui, merci. Voilà. Ça rend les choses très interactives, Virginie. Pas de souci. Alors, pour vous montrer un exemple, hein, imaginez par exemple que vous ayez, hop, on va dire nos molécules d'air, c'est nos Playmobil ici. Et globalement, la distance entre les Playmobil, c'est à peu près la même parce que la pression est la même. Donc, on a à peu près la même densité d'air partout. Et puis, au niveau de la glotte, hein, on amène de façon très rapide, on amène davantage de molécules d'air ici. Donc là, vous voyez qu'on est plus resserré à cet endroit-là. Donc on a davantage de pression ici. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ben, du coup, cette molécule-là, elle va se déplacer. Mais en faisant ça, du coup, j'ai créé une zone de surpression ici. Et du coup, la molécule qui est là, elle va être chassée vers l'avant. Mais en faisant ça, je crée une zone de surpression ici. Vous voyez? Et donc ça pousse du coup... un peu c'est une sorte d'effet domino, quoi. Vous voyez que chaque molécule va pousser la molécule qui est devant elle, qui va pousser la molécule qui est devant elle. Hein. Et du coup, la région qui est en surpression va se déplacer de proche en proche. Et la région où on a de la surpression, une pression plus importante, la région
où les molécules sont plus resserrées, va se déplacer comme ça, de proche en proche dans l'espace. Mais regardez bien qu'en fait, les bonhommes ici, qui correspondent à nos molécules, est-ce qu'ils se sont beaucoup déplacés? Ils se sont un tout petit peu déplacés, c'est-à-dire qu'au début, cette molécule-là, elle s'est déplacée d'un cran, celui-là d'un cran, celui-là d'un cran, celui-là d'un cran, mais elles ne se sont pas déplacées très loin dans l'espace. Autrement dit, ce qui se déplace dans le geste vocal, ce n'est pas l'air. C'est-à-dire que l'air se déplace finalement très peu. Ce qui se déplace surtout, c'est la région où les molécules sont en surpression. Autrement dit, dans le geste vocal, ce qui va se déplacer de proche en proche, ce qui va voyager à ce qu'on appelle la vitesse du son, eh bien, ce n'est pas l'air. Les molécules d'air, en fait, elles se déplacent, mais elles se déplacent juste d'un cran. Elles ne se déplacent pas sur toute la longueur du parcours. Par contre, ce qui va se déplacer, c'est la région de l'espace où l'air va être en surpression. Et quand on a, en fait, dans l'espace, dans un milieu, quand on a une propriété du milieu qui se déplace de proche en proche dans l'espace, sans que le milieu lui-même ne se déplace, en physique, c'est ça qu'on appelle une onde. Et comme là, c'est une onde qui concerne des gaz, on appelle ça une onde acoustique. Donc en fait, un son, ce n'est pas un flux, c'est fondamentalement différent d'un flux. Un flux, c'est ce qui se passe quand on expire. Un son, c'est une onde acoustique de pression qui se déplace dans l'air. Donc l'air, c'est le milieu, mais le son proprement dit, ce n'est pas l'air, c'est la pression de l'air qui se déplace de proche en proche. C'est un petit peu comme quand on jette un caillou dans l'eau et qu'on voit ces petites vagues là qui se déplacent, en fait. Hein. C'est pareil ou pas? Alors, c'est un peu le même phénomène, effectivement. C'est-à-dire quand tu jettes un caillou dans l'eau, tu vas... Alors, attends, je vais reculer un peu tout ça. Voilà. Effectivement, donc quand tu jettes un caillou dans l'eau, tu vois bien que l'onde, elle se déplace, mais l'eau, en fait, ne se déplace quasiment pas. D'ailleurs, si tu mets un flotteur dans l'eau, que tu jettes un caillou, tu vas voir que le flotteur, il va bouger verticalement, mais il ne va pas se déplacer horizontalement. Donc effectivement, quand on jette un caillou dans l'eau, on a une onde qui se déplace, mais il y a quand même une différence entre l'onde acoustique telle qu'on l'a décrit là et le caillou qu'on jette dans l'eau. C'est que quand on jette un caillou dans l'eau, la perturbation, ce serait le niveau de l'eau, elle est transversale à la propagation de l'onde. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui varie, c'est le niveau de l'eau donc verticalement, mais l'onde, elle se propage horizontalement. Ce qui fait qu'on a l'impression de voir quelque chose qui a une forme un peu sinusoïdale. Alors que là, ce serait plutôt, la perturbation, elle est longitudinale. C'est-à-dire, je pousse comme ça. Tu vois, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec les bonhommes. Donc, c'est la propagation, la perturbation, elle est dans le sens de la propagation de l'onde. Et ça, c'est important parce que, en fait, souvent, les modèles d'ondes, quand on parle d'ondes, souvent, on a en tête quelque chose qui fait ça. Je sais que moi, parfois, j'ai discuté avec des profs de chant qui s'imaginaient que le son voyageait comme ça dans l'air, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire le son ne se propage pas de façon sinusoïdale parce que le son n'est pas une onde transversale. Le son est une onde longitudinale. Donc en fait, si on voulait se représenter en fait de façon correcte une onde sonore, il faudrait s'imaginer que en fait, on va avoir, comme on l'a vu ici, au début, un front de pression qui va se déplacer. Donc dans la glotte, ce serait comme une sorte de voile qui monterait le long de la trachée, d'accord ?
Et une fois que ça sort de la glotte et que ça sort de la bouche, ben, vous avez au niveau de votre bouche, vous auriez comme une sorte de bulle, quoi, de membrane, quoi. Le front de pression, ce serait un peu comme une membrane. Et cette membrane, sortie de la bouche, elle va grossir dans toutes les directions. Donc en fait, vous allez avoir de la pression qui va partir devant, en haut, en bas, sur les côtés. Donc une façon beaucoup plus réaliste de se représenter la propagation de l'onde sonore, ce serait de s'imaginer une bulle de savon ou un chewing-gum qu'on cherche à faire grossir, qui sortirait de notre bouche et qui grossirait dans toutes les directions à la sortie de notre bouche. Vous voyez ? En tout cas, à ce stade-là, parce que si on a un peu de temps, je voudrais parler. 35. Oui, on a un peu de temps, super. Alors, la seule chose, François, c'est qu'effectivement, on le représente, enfin, si on regarde un spectrogramme, on va avoir aussi cette forme-là, quoi, finalement, hein, de vague. Hein. Donc, ouais. Ouais, alors pour ça, du coup, il faut que j'amène la notion qui va suivre. Donc, je vais en parler. Mais retenez que, en tout cas, à ce stade-là, hein, si je devais m'imaginer, en fait, me représenter la propagation ici de cette onde dans l'espace, une façon plus correcte, ce serait d'imaginer que ce serait une bulle, effectivement, qui est sortie de ma bouche, va grossir et va grossir dans toutes les directions. Et plus elle va grossir, plus elle va s'amincir, un peu comme une bulle de savon finalement. Et il y a un moment donné où en fait, on m'entendra plus parce qu'en fait, la surface aura complètement disparu et la pression sera la même partout. Et quand on entend un son, bah, ce qui se passe, c'est qu'il y a un moment donné où cette onde de pression, cette région où les molécules sont plus resserrées, elle va rentrer en contact avec une membrane. Hein, donc, ça peut être la membrane d'un micro, ça peut être le tympan dans les oreilles. Ça va faire vibrer la membrane et ça va engendrer un signal qui va être interprété. Dans un micro, c'est un signal électrique. Et puis, dans le cadre des tympans, c'est un signal électrique aussi qui va être capté par le cerveau. Alors, ça nous permet de comprendre en fait la propagation du son, enfin comment le son se crée déjà, comment est-ce qu'on passe de la pression au son. Mais en fait, ce modèle-là, il a une certaine limite. Et une limite qu'on pourrait faire remarquer, c'est que l'onde qu'on a créée ici, là, eh bien, donc oui, d'accord, elle se propage. Quand elle va arriver au niveau de mes oreilles, par exemple, je vais entendre un son parce que ça fait vibrer ma membrane. Mais ce son, il va avoir une durée quasiment instantanée parce que ma membrane va être touchée par le son et juste après, j'aurai plus de son. Donc ça correspondrait à un son qui serait extrêmement court. Or, dans les faits, c'est pas ce qui se passe. C'est-à-dire que quand on entend quelqu'un qui chante, par exemple, ben, la note, elle a une certaine durée. Elle n'est pas instantanée, elle a une certaine durée dans le temps. Et pour ça, ben, je vais revenir du coup au dessin que je vous avais montré juste avant. Hein. C'est que vous voyez qu'en fait, ici, ce qu'on voit, c'est que l'ouverture qui est forcée ici par le gaz qui passe entre les cordes vocales et puis qui se referme, ben en fait, c'est un cycle. C'est-à-dire qu'une fois que les cordes vocales se referment, ben la pression se remet à augmenter et du coup, je vais avoir une nouvelle ouverture. Donc en fait, les ouvertures, là pour l'instant, on a imaginé une seule ouverture, mais en réalité, c'est un cycle qui se répète et on a plusieurs ouvertures et plusieurs fermetures de glotte qui se font à la suite. Ce qui veut dire que de façon beaucoup plus réaliste. Ah. Attendez. Ah, j'ai pas. Bon, une photocopie.
De façon beaucoup plus réaliste, en fait, plutôt que d'avoir un seul front de pression, ce qu'on va avoir, c'est une succession de fronts de pression qui vont être espacés par des fronts de dépression. Donc le son, je vais vous montrer ça. Non, pas grave, je vais faire ça. Hop. Si tu me passes ça, je peux te C'est-à-dire qu'en fait, sortie de la glotte, vous avez plusieurs, à chaque cycle d'ouverture et de fermeture, vous avez un front de pression qui se propage. Et donc, les fronts de pression sont à la suite les uns des autres, avec un petit espace de temps où, entre les deux, on va avoir de la dépression. Super, voilà. Donc, ça ressemblerait plutôt, dans les faits, ça ressemblerait plutôt à ça. C'est qu'en fait, vous avez un cycle d'ouverture et de fermeture, un front de pression qui se propage, et entre le temps que ce front de pression se propage, vous avez un nouveau cycle d'ouverture et de fermeture, vous avez un nouveau front de pression qui se propage à son tour, et puis ensuite vous avez un nouveau cycle d'ouverture et de fermeture, et puis de nouveau un nouveau cycle un nouveau front de pression qui se propage. Donc en fait, vous avez une succession de fronts de pression qui sont espacés par une région ici qui est en dépression. Et tout ça, il faut vous imaginer que tout ça se déplace en fait, remonte le long des voies aériennes et ensuite se déplace dans l'espace. Donc en fait, un son, c'est pas juste un seul front de pression, c'est plein de fronts de pression qui se succèdent. Et donc, si on reprend notre image d'une bulle de savon qui grossit, il faut vous imaginer que vous n'avez pas une seule bulle de savon qui grossit, vous avez plein de bulles de savon, les unes dans les autres, qui grossissent les unes à la suite des autres. D'accord ? Et si je voulais, si par exemple, c'est ce que vous voyez ici, donc vous voyez ici un front de pression, un peu de dépression, un front de pression, un front de dépression. Donc les différents fronts de pression sont les uns à la suite des autres. Et si je mettais un micro, par exemple, à la sortie de la bouche, et un micro, ça sert à quoi? Ça sert à enregistrer la pression, en fait. C'est un enregistreur de pression. Qu'est-ce que j'observerai? Je vais observer dans un premier temps le micro, vous allez avoir la première vague de pression qui va venir frapper le micro. Donc du coup, la pression va augmenter. Et donc le micro va afficher une pression importante. Puis après, on va avoir le front de dépression. Donc du coup, le micro va afficher une pression moins importante. Puis après, vous avez la deuxième vague de pression qui arrive. Donc du coup, le micro va enregistrer une pression plus importante. Et ainsi de suite. Donc en fait, quand on représente sur un spectrogramme ou sur un enregistrement, en fait, sur n'importe quel enregistrement, si vous n'importe quel enregistrement audio, vous zoomez suffisamment, vous allez observer ça. Vous allez observer des vagues successives, avec plus de pression, moins de pression, plus de pression, moins de pression. Et ça correspond à quoi? Ça correspond au fait que le micro, il a enregistré qu'on avait un front de pression qui est passé, et puis ensuite un autre front de pression qui est passé, et entre chaque front de pression, on a des périodes de dépression. Donc ça, c'est une représentation visuelle de ce que le micro a enregistré au cours du temps, mais ça ne correspond pas à une trajectoire dans l'espace. C'est ça que je veux dire. Je ne sais pas si vous voyez la différence. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est un peu trompeur quand on représente les choses comme ça, c'est qu'on peut avoir l'impression que le son, il se propage comme ça. Il se propage de façon sinusoïdale. En réalité, la sinusoïde ne fait que représenter le fait que la pression varie au cours du temps. Et quand on met un micro à la sortie de la bouche, à un endroit de l'espace, la pression locale va varier au cours du temps, au fur et à mesure de passage des différentes vagues de pression. Ça va?
Super. François, je voudrais du coup juste te poser une question, mais je reviens un petit peu en arrière. Euh, Par rapport à ces vagues de pression qui avancent, avant d'arriver à notre oreille. Alors, des fois, ça arrive directement à notre oreille, mais des fois, ça traverse des choses avant d'arriver à notre oreille, non? Et du coup, ça se passe comment? En fait, il faut imaginer que, enfin, c'est toujours si on revient à la matière, hein, il faut s'imaginer que donc, la pression, c'est des molécules qui se percutent. On va revenir là-dessus. Et quand on a une vague de surpression, ça veut dire qu'on a un endroit où les molécules se percutent davantage. Alors, effectivement, ça peut arriver directement jusqu'à notre oreille, mais ça peut aussi arriver en contact avec un autre support. Par exemple, ça peut arriver en contact avec un support physique. Et dans ce cas-là, ça va percuter le support physique de façon cyclique et ça peut le mettre en vibration. Donc, quand on parle de vibration, c'est la même chose. Les vibrations, en général, quand on parle de vibration, c'est plutôt pour un solide, hein, quand on parle de vibration d'une voiture, par exemple. Et là, les vibrations, c'est la même chose que, que le son, mais dans un solide. Donc, c'est le fait qu'on a des vagues successives qui vont venir percuter les atomes de notre solide et qui donc du coup, quand les vagues percutent les atomes de notre solide, ben, les atomes qui sont en surface vont bouger un petit peu et vont faire bouger les atomes qui sont devant et puis on va avoir une propagation comme ça du son à l'intérieur de notre solide. Cette propagation à l'intérieur du solide, elle peut mettre en vibration de l'autre côté, par exemple, d'autres molécules d'air. Donc en fait, il faut vous imaginer qu'à partir du moment où vous avez des vagues de pression comme ça qui se propagent dans l'air, ces vagues de pression peuvent percuter d'autres médiums que l'air, mettre en vibration d'autres médiums que l'air, et du coup, on peut avoir notre son qui se propage dans d'autres milieux. Et vous avez certains instruments qui reposent explicitement sur cette logique-là. Donc, par exemple, dans une guitare, vous avez une table d'harmonie, on va tabler sur le fait que cette table va se mettre en vibration et va mettre en mouvement davantage d'air, en fait, et créer des vagues de pression plus importantes dans l'air. Donc, en traversant quelque chose de solide, ça peut augmenter la pression, enfin, ces vagues de pression. Dans certaines conditions, oui. Dans certaines conditions, oui. Parce qu'en fait, alors bon, là ça nous emmène un peu plutôt vers la question des résonateurs et des formants. Mais en fait, quand les ondes se propagent dans un milieu clos, en fait, il existe des conditions pour lesquelles, en fait, alors ça c'est lié enfin, c'est vrai que c'est un peu un autre chapitre, hein, donc, mais c'est lié en fait à la longueur de l'onde, à la distance entre les pics ici, et à la taille du résonateur. La longueur d'onde est étroite, plus le résonateur devra être petit, et inversement, plus la longueur d'onde est longue, plus le résonateur devra être grand. Vous avez des plages comme ça de fréquences pour lesquelles, quand vous avez certaines ondes qui se propagent dedans, elles vont être amplifiées. Donc ça, c'est le principe des résonateurs et de tous les instruments à résonateur, quoi. Donc les guitares, les pianos, etc., etc. Ben, ça va, j'espère, vous donner envie de revenir à une conférence ou voire de faire une formation avec François, hein. Donc, puisque là, il a vraiment abordé le début. Donc, on espère, François, j'espère vous avoir donné envie de continuer et de revenir pour une conférence avec François. En tout cas, avec plaisir. Moi, j'étais très content. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je suis à votre disposition. Alors, moi, je vais peut-être encore juste, parce qu'il n'y a pas de questions pour le moment là qui s'affichent, mais des résonateurs, ils peuvent être extérieurs à notre corps, mais finalement, on produit, tu as montré les cordes vocales, donc le son est produit au niveau des cordes vocales, et puis après, il commence un voyage, et déjà, peut-être que là, il rencontre certains résonateurs ou pas.
En fait, on va trouver, en général, on recense 2 résonateurs principaux, hein, parce que les résonateurs, faut penser que c'est des cavités. Un résonateur, c'est une cavité à l'intérieur duquel le son se propage. Et on va trouver 2 résonateurs principaux. On va trouver tout d'abord le pharynx, donc la région qui est juste au-dessus des cordes vocales. Et ensuite, on va trouver la bouche. C'est les 2 résonateurs les plus importants. Et puis après, bon, je sais qu'il y a tout un débat pour savoir si l'espace entre les lèvres et les dents peut constituer un 3e résonateur. Et il y a aussi un 4e résonateur qui serait l'épiglotte. Le fait que l'épiglotte s'abaisse, ça crée une cavité entre les cordes vocales et l'épiglotte qui pourrait constituer du coup un 4e résonateur. Alors, il y a une question. Je me sentais toute seule. Toutes mes excuses, non, ça, c'est pas une question, mince. Donc, bon, c'est une réflexion. Donc, c'est une personne qui doit partir, Elodie, et donc elle doit pas. Mais elle a trouvé ça super intéressant. Est-ce qu'il y a une possibilité de revoir cette conférence? Oui. Vous allez sur le site de Courant d'Art et vous la trouverez en replay. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu rester jusqu'au bout, vous la trouverez en replay, oui. Comme avec toutes les autres conférences, hein, vous les trouverez en replay aussi. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez encore des questions que vous pouvez mettre dans le chat, avec plaisir. En tous les cas, je trouve ça passionnant, François, et je trouve que c'est extrêmement important de comprendre comment ça fonctionne, parce que je trouve que plus on va avoir une idée qui correspond à la réalité, et plus on pourra être actif au niveau de notre travail, c'est-à-dire moins subir ce qu'on fait, mais plutôt choisir et être actif au niveau de notre travail vocal. Et je trouve ça du coup vraiment passionnant. Je te remercie. Je partage un peu ton point de vue. C'est vrai que souvent, dans le travail vocal, en tout cas dans un premier temps, on n'a pas forcément besoin d'avoir ce degré de connaissance, mais il y a toujours un moment dans la pratique où on a besoin de se rattacher à des choses qui sont concrètes. Et je trouve que c'est important aussi de revenir un peu à ces bases-là. Moi, je parle un peu de mon expérience personnelle. Hein. C'est que moi, quand j'ai commencé le chant, au début, on parlait d'harmonique, on parlait de vibration, de résonance, et en fait, j'arrivais pas à relier ça à des choses concrètes, quoi. Et c'est vrai que le jour où j'ai réussi à comprendre, en fait, à travers le travail de Blandine, à comprendre, à faire le lien en fait entre tout ce que j'avais appris en physique, où, pourtant a priori on pourrait dire aucun rapport, mais à faire le lien, ça, pour moi, ça m'a beaucoup aidé, en tout cas dans ma pratique personnelle. Alors ici, super didactique, j'attends avec impatience la suite. Pourquoi? Alors, un peu plus, quelqu'un qui veut un peu plus sur plus l'onde est étroite, plus résonateur doit être étroit. Exemple dans l'aigu, point d'interrogation. Et après, pourquoi la voix résonne plus la nuit dans la nature que le jour? Merci, c'est peut-être hors contexte, mais comme vous avez annoncé, acoustique. Petit point, merci. Alors ça, c'est une très bonne question. Pourquoi ça résonne plus la nuit que le jour? J'en ai strictement aucune idée, je dois dire. Est-ce que c'est lié à une histoire de résonance ou est-ce que c'est lié à une histoire de résonance ou est-ce que c'est lié à une histoire d'amortissement? C'est-à-dire, si l'air est... Ce qui est sûr, c'est que si l'air est plus dense, a priori, si l'air est plus dense, a priori, en fait, il se propage plus vite parce que les molécules sont plus resserrées. Mais ça ne va pas dans le sens de ce discours-là. Alors ici, une bonne question, je sais pas. La nuit, alors plus la nuit, car moins de bruit, point d'interrogation, c'est une petite suggestion. Ah oui, oui, effectivement, oui. Ce serait pas que la voix porte plus, c'est parce que le bruit ambiant est moins fort. Oui. Donc là, pourquoi la voix résonne? Donc après, il y avait l'histoire des aigus. Et puis, il y avait une autre question. Merci Natacha. Il y a une question qui a été oubliée. Qu'en est-il du volume sonore? Est-ce que cela correspond à plus de pression? Alors ça, c'est une très bonne question. C'est vrai que là, on n'est pas rentré un peu dans le détail
des caractéristiques du son. Ça, c'est quelque chose que je fais notamment dans le stage correspondant, parce qu'il y a un stage sur la voix, sur le larynx. En fait, souvent, on a tendance à imaginer que le volume, c'est lié à l'effort expiratoire, parce que souvent, on a tendance à confondre flux et voix, justement, à confondre respiration et voix, et à confondre flux et onde. Il faut bien comprendre qu'en fait, ce qui définit l'intensité sonore, c'est la quantité de pression. En fait, c'est le niveau de pression sous-glottique. Plus on est capable de fournir une pression élevée, plus le son va être fort, et plus la pression sous-glottique est faible, enfin proche du niveau atmosphérique, plus le son va être faible. Autrement dit, si je reprends là notre schéma qui représentait l'évolution de la pression enregistrée par le micro au cours du temps, ben, plus le pic est élevé, hein, autrement dit, plus les molécules, si je représente là, hein, plus les molécules ici vont être serrées, plus la pression ici sous-glottique est importante, donc plus on est dans ce cas-là, et plus en fait l'onde de pression va être forte, et plus le son va être intense. Donc c'est ça qui définit, enfin c'est pas le seul facteur, mais c'est le facteur le plus important qui définit le volume sonore. Maintenant, pour fournir une pression élevée, est-ce qu'on a besoin d'une grande quantité respiratoire? Ben non, parce qu'on a vu que finalement, il y avait très peu d'air qui sortait à chaque cycle. Donc en fait, on est tout à fait capable enfin le plus important, c'est de pouvoir maintenir une pression élevée, hein, de pouvoir fermer suffisamment les glottes et avoir suffisamment de force de fermeture de la cage pour augmenter la pression pulmonaire. Mais ça ne nécessite pas forcément d'avoir une grande quantité, une grande capacité expiratoire, parce qu'en fait, à chaque fois, on a peu d'air qui sort. Le plus important, c'est d'avoir de l'air sous pression qui sorte, mais on n'a pas besoin d'en sortir beaucoup. Et même, souvent, c'est même l'inverse qui se passe, c'est que quand on chante avec une voix qui est un peu chuchotée, quand on entend l'air qui sort, justement, bah, c'est que les cordes ne sont pas suffisamment accolées. Et donc, du coup, on a à la fois du flux et on a le son qui se crée. Et en général, très vite, on est à bout de souffle. Alors qu'un son, on peut tenir un son qui est très très fort pendant très longtemps sans que ça pose aucun problème respiratoire. Donc ça peut dépendre d'autre chose que du souffle, mais peut-être aussi, par exemple, de la manière dont les cordes vont s'accoler. Oui. Passer de l'air, elles ne vont pas laisser passer d'air, donc ça peut dépendre de la tension des cordes, ça peut dépendre de plein de choses. C'est un instrument qui est quand même extrêmement sophistiqué. Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Ah, c'est Carole Duval. Oui, je suis contente de te voir, Carole. Bonjour, Carole. Alors là, c'est Virginie, tout à fait. Et éviter les forçages. Oui. Alors, voilà, c'est surtout la résonance qui va amplifier le son et non trop de pression. Donc effectivement, le fait de faire, on peut faire résonner, les résonateurs peuvent amplifier un son et pas nécessairement, c'est peut-être pas non plus nécessairement l'air, mais c'est simplement le fait que on utilise les résonateurs d'une certaine manière qui vont aussi permettre, ou qui peuvent aussi permettre de renforcer le son. Oui, tout à fait. En fait, c'est les deux. C'est-à-dire, en fait, il y a le son de base, enfin, le volume du son de base, du son qui est créé au niveau des cordes vocales, il est défini par la pression sous-glottique. Mais après, les résonateurs vont amplifier le son et vont, à leur tour, jouer sur l'intensité. Donc, c'est vrai que là, je donne une explication un peu rapide, mais il n'y a pas que la pression sous-glottique qui joue dans l'intensité, bien sûr.
Alors, on va arriver tout doucement à la fin de ces 2 heures passionnantes. Hein. Vraiment, un énorme merci à toi, François. Et il faut quand même que vous sachiez que tous les intervenants interviennent gratuitement, hein, donc je tiens à le préciser. Et je salue Blandine qui est cachée quelque part derrière. Oui, elle est là. Donc, un énorme merci à Blandine pour il y a 2 semaines. Et voilà, et on sait que Blandine reviendra puisque donc François et Blandine travaillent ensemble, ils font des stages qui sont passionnants, vous avez pu avoir un petit aperçu là de ce que ça peut être. Donc moi je vous invite vraiment à aller voir leur site, le site de Blandine Calais-Germain et le site François, si tu peux nous mettre le site c'est calais-germain.com, c'est ça voilà, ouais. germain.com. Donc, allez voir le site et les différentes formations. Donc, la grande nouveauté, c'est effectivement que maintenant, il y a même des formations en ligne, c'est-à-dire vous pouvez les télécharger et les faire tout seul chez vous avec une petite partie quand même où il y a interaction voilà, avec Blandine. Et donc, François fait aussi des formations et je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il fait parce que je pense que c'est vraiment une partie qui est importante à connaître pour tous ceux qui utilisent la voix, que ce soit la voix parlée ou la voix chantée. Ça nous évite tout simplement d'avoir il y a beaucoup de fausses croyances et des choses qui circulent et des fausses informations et ça permet vraiment de recadrer les choses et je suis vraiment reconnaissante à François d'avoir bien voulu accepter de faire cette première conférence parce que j'ai cru comprendre en tous les cas au début que tu disais que tu reviendrais. C'est possible. Avec grand plaisir. Mais en tout cas, merci à toi de nous donner aussi l'opportunité de pouvoir parler de tout ça publiquement. C'est vraiment super hein, ce que tu as réussi à mettre en place. Ben moi, je suis vraiment contente. On était une petite trentaine ce soir. Donc, il y a des gens qui sont arrivés un peu plus tard, qui sont partis, d'autres qui sont venus plus tard. Enfin, voilà. Donc, on a des fidèles. Je les reconnais, je vous vois. Même si vous avez coupé votre vidéo, il y en a certains que je reconnais les noms. Voilà. Donc, je suis super contente que vous soyez là. Voilà, donc vous surveillez de près notre Maison de la Voix, le groupe, ceux qui ne sont pas encore inscrits à la Maison de la Voix, vous faites toc toc, c'est un groupe Facebook et on vous ouvre la porte, soit Elisabeth, soit moi. Il y a d'autres conférences qui sont prévues, vous pouvez aussi aller sur le site de Courant d'Art et voir les autres conférences qui sont prévues, il y en a qui sont vraiment, qui promettent d'être vraiment passionnantes aussi. Voilà, donc encore une fois, si vous avez des suggestions, eh bien, n'hésitez pas à nous faire ces suggestions. Si vous avez envie de faire un don à Courant d'Art, vous pouvez aussi, sachez que les dons que vous faites permettent de financer ou de donner des bourses, si vous voulez, à des gens qui veulent faire des stages, puisqu'on organise des stages aussi, et qui n'ont pas nécessairement les moyens de tout payer. Eh bien, c'est un petit coup de pouce pour aider certaines personnes à faire des stages qui autrement ne pourraient pas les faire. Donc voilà, donc si vous avez envie de faire des dons, vous pouvez aussi le faire sur le site de Courant d'Art. Voilà, ça s'appelle La Voix du Cœur, je crois. Voilà, mais sachez qu'effectivement, toute l'équipe est bénévole et les intervenants le font aussi bénévolement. Et c'est un énorme cadeau que les intervenants nous font. Donc, merci du fond du cœur. Voilà. Et ça, c'est quand même grâce au virus qu'on a mis tout ça en place. Donc, je remercie le virus pour ça. Le virus nous pousse à faire des choses qu'on n'aurait pas fait sinon. Hein, donc... Exactement. Exactement. Donc voilà, donc vous pouvez remettre, alors la petite tradition, c'est que vous remettez vos micros pour qu'on puisse se dire au revoir de vive voix. Moi, je reste évidemment, c'est moi qui ferme la salle, voilà. Donc, eh bien, écoutez, voilà, si vous avez envie de nous dire au revoir de vive voix, vous rallumez votre vidéo, votre micro et comme ça, je vous entends et on vous entend et on vous voit. Sophie, merci Sophie. À bientôt. Merci François, Blandine. Merci Sophie. Bonjour et au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir Sophie. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Merci pour l'interaction, pour les questions, c'est super. Ouais, Au revoir. Merci Virginie. Au revoir. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci, au revoir Anne, merci, à bientôt. Merci, au revoir.
À demain. Merci.